Donc bonjour YouTube. Alors voilà, on va parler de l'IPO de Deliveroo. Donc voilà, qui s'est très mal passé ce matin. On va se mettre sur le bon slide. Moins 30%, entre moins 27 et moins 30%. Donc pourquoi, qu'est-ce que c'est Deliveroo et tout. Let's go. Donc il faut savoir que Deliveroo, c'est une société de livraison de repas. Une des toutes premières à être née en 2013, hein, du coup. C'est Will Shu qui l'a créée. C'est une société qui vient, qui à la base était vraiment sur Londres. Et Will Shu, il l'a créé parce qu'il a vu qu'à Londres, il y avait beaucoup, beaucoup de restaurants. Et que malgré le nombre de restaurants qu'il y avait, on avait du mal à aller d'un restaurant à l'autre. Faut savoir qu'à Londres, les transports, c'est un peu compliqué. Donc du coup, il se disait que c'était au restaurateur de venir au client et pas au client de venir au restaurateur. Donc Deliveroo, c'est une compagnie avec des millions d'utilisateurs, plus de 115 000 restaurants et supérettes partenaires et plus de 100 000 comment ça s'appelle, plus de 100 000 riders, donc plus de 100 000 personnes qui livrent les plats et tout ça. Donc leur but, c'est de créer une compagnie online centrée autour de la food avec une vision plateforme. On va voir un peu pourquoi après cette vision plateforme. Hop là. Donc, on the menu of Deliveroo, c'est le scaling. Le scaling, c'est quoi? C'est utiliser les utilisateurs qu'ils ont acquis à travers justement cette livraison de repas pour créer des services autour là-dessus sur comment ça s'appelle, sur l'application Deliveroo. Donc les services qu'ils créent autour, c'est quoi? C'est des services aux restaurateurs avec les dark kitchen par exemple. C'est des services d'abonnement qui permettent de ne pas avoir certains frais. C'est d'avoir des services de livraison, de courses, enfin beaucoup beaucoup de choses. On va voir en détail après. Donc le but vraiment c'est ça, c'est ils ont acquis des utilisateurs en livrant des paniers, enfin en livrant des repas, et en fait maintenant ils créent toute une plateforme autour de la livraison de repas et la livraison de nourriture en tant que telle, et ils vont essayer de monétiser à peu près tous les aspects, que ce soit vraiment l'aspect très B2C ou l'aspect très B2B. Voilà. Donc dans l'avantage, bah, c'est quoi? C'est que toutes les chaînes qui avant n'étaient pas des chaînes qui avaient vraiment de la livraison, avec ces acteurs qui viennent livrer, ces chaînes-là ont pu obtenir de la livraison. Donc par exemple Domino's Pizza qui était une chaîne qui livrait par elle-même des pizzas depuis très longtemps, bah en fait quand vous vouliez un KFC, il fallait aller au KFC et vous n'aviez pas de livraison, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est des entreprises qui ont permis à certaines marques de créer de la livraison. En France, vous le connaissez par exemple avec comment ça s'appelle, avec McDonald's qui est livré par Uber Eats. Voilà. Donc ça c'est très très intéressant pour ces grandes marques-là. Ça les décharge de la partie livraison, et pour les plateformes comme Deliveroo ou Uber Eats, ça leur permet d'acquérir beaucoup de clients parce que les gens ils ont envie d'aller là, et c'est un peu comme le Drive 2.0 en fait, si vous voulez. Voilà. Donc la food delivery. Il faut comprendre, la food delivery, c'est très lié aux applications mobiles, hein. Donc vous consommez avant tout sur mobile. Si on regarde les sites web, que ce soit de Uber Eats ou de tous les autres, vous verrez qu'ils sont assez peu utilisés. Donc c'est vraiment quelque chose de très axé sur le mobile, et il faut savoir que vous avez de plus en plus de gens qui font tout sur mobile. Ça c'est quelque chose qu'on voit depuis 5 ans, qui est assez nouveau. C'est avant généralement on faisait sur mobile certaines choses, on faisait sur PC certaines choses. Maintenant vous avez toute une génération qui ne fait quasiment que sur mobile et qui ne fait plus vraiment sur PC et tout. Donc ce que vous voyez c'est ça. Donc là on voit la part de marché de la food. C'est quoi? Vous avez le offline et le online. On voit que le online prend énormément de parts de marché sur le total. Après, il faut bien comprendre que comme le marché est colossal et comme vous avez beaucoup de monde, vous avez une énorme concurrence. Donc j'en ai mis là, vous avez Uber Eats, vous avez Postmates, vous avez Eat24, DoorDash, vous en avez plein d'autres en Europe, parce que là c'est plutôt des US. Voilà. Donc ça c'est un peu complexe parce que cette concurrence, comme dans tous les nouveaux secteurs, un peu ces nouveaux marchés qui sont entre guillemets des marchés où vous avez une très grande taille, mais vous avez une possibilité d'avoir que quelques acteurs qui peuvent être rentables et qui peuvent gagner le marché. C'est toute la théorie des nouvelles firmes
du 21e siècle, c'est quoi? C'est un peu pareil qu'avec les moteurs de recherche. Dans les moteurs de recherche, vous avez une firme qui domine, c'est Google. Pourquoi est-ce que Google domine? Parce qu'en fait, pour être optimisé, il faut vraiment avoir une très grande taille. Et donc, par essence, c'est des marchés qui vont chercher à se concentrer de manière très très agressive. Et vous l'avez vu un peu avant avec les VTC. Les VTC, c'était un marché qui était complètement ouvert avec énormément d'acteurs. Et c'est un marché qui s'est beaucoup recentré sur quelques acteurs. Et en fait, vous avez beaucoup d'acteurs, même Uber qui est sorti de certains marchés pour rester focus sur d'autres, ce genre de choses. Et tout ça, c'est quelque chose à comprendre. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que sur ces marchés-là, en fait, vous avez des coûts et de la rentabilité qui ne vient que avec une taille qui est assez colossale. C'est-à-dire avant, quand vous faisiez un restaurant, vous pouviez être rentable avec juste un pas de porte. Bon bah Uber ou Deliveroo peut pas être rentable juste en livrant dans une seule rue et même pas juste en livrant dans une seule ville. Ils sont obligatoirement, il faut qu'ils aillent sur du scaling pour créer un effet d'échelle et créer de la rentabilité. Donc ça, c'est un peu, voilà, ça vous oblige ce genre de choses. Donc comment ça marche? Bon bah là on vous l'a montré, hein. C'est les restaurants, voilà, vous avez votre application, ça c'est Deliveroo, hein. Donc vous avez votre application, vous commandez vos plats ou vous commandez vos courses, ce genre de choses, et après voilà, vous êtes livré par quelqu'un qui vient et tout. Ça, dans toutes les applications, c'est à peu près la même chose. Vous avez peu d'innovation sur la manière de faire. L'aspect graphique est plutôt toujours le même, ce genre de choses est toujours le même et tout. Voilà. Donc après, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, cet aspect de livraison les a poussés à créer des nouvelles choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez une application comme ça, et que vous avez des gens qui viennent, votre but c'est quoi? C'est de transformer votre application qui est souvent liée à un service en plateforme qui va regrouper plusieurs services. Donc là, vous vendiez des pizzas, des machins, des trucs comme ça. Donc vous vous dites, ah ouais, mais pourquoi est-ce que, qu'est-ce que je pourrais faire pour vendre autre chose? Donc déjà, ils ont commencé à se dire que comme ils vendaient beaucoup de nourriture et que c'était pas forcément intéressant que tous les restaurateurs aient un pas de porte, ce qu'ils ont commencé à créer, c'est ce qu'on appelle des dark kitchen. Des dark kitchen, c'est des cuisines dans le cloud, on appelle ça. Et en fait, c'est quoi? C'est Deliveroo, Uber Eats ou d'autres compagnies vont arriver, elles vont louer un endroit en centre-ville mais qui n'est pas un restaurant. Elles vont créer des cuisines dedans et en fait leur but c'est vraiment de faire du repas industriel. Et elles vont vendre sur ces plateformes. Elles peuvent vendre sur plusieurs plateformes différentes ou elles peuvent vendre sur une seule plateforme, ça dépend. Et en fait les plateformes elles ont intérêt à proposer ces dark kitchen parce qu'en fait qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont prendre les cuisines, les restaurants avec qui elles sont partenaires déjà et qui ont très bien marché. Elles vont leur dire bah écoute tu livres que dans l'est de Paris, j'ai une dark kitchen dans l'ouest de Paris, envoie-moi un cuistot qui est compétent, moi je te loue pour assez peu cher la cuisine et tu pourras créer tu pourras créer tes menus dans l'ouest de Paris et tu pourras les vendre efficacement. Donc ça c'est tout un nouveau modèle, c'est plutôt B2C, enfin B2B pardon. Et vous avez un autre modèle, c'est B2C, c'est quoi? C'est comme les gens viennent sur l'application, on va essayer de leur vendre d'autres choses. Et ce que ces applications font, c'est essayer de vendre des groceries, donc c'est les courses. Et en fait, pourquoi ça? Parce qu'en fait, là, elles vont jouer sur le temps de livraison, en fait. C'est-à-dire, vous avez envie de chips et de petites courses, bah, au lieu d'y aller vous-même, vous allez commander et en une heure, c'est à votre porte. Et c'est ça que ces entreprises vont chercher à faire. Plus elles vont réussir à agréger des services comme ça et à créer de la valeur, plus elles vont tirer de la valeur de leur plateforme, plus elles vont tendre vers la rentabilité. Mais ça vous montre bien que ces nouvelles entreprises, pour arriver à la rentabilité, elles ont besoin de créer tout un écosystème et c'est quelque chose d'assez long qui demande beaucoup de cash et qui est assez complexe, hein, qui est même très très complexe. Et généralement, vous allez beaucoup surinvestir au début avant d'arriver à trouver votre modèle et d'arriver à être à l'équilibre. Et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Je vous l'ai dit, elle est tombée de 30% l'action. Il y a une partie de base, pourquoi est-ce que l'action n'a pas marché à l'IPO là aujourd'hui? C'est vous avez un gros problème ISR sur ces sociétés. Entre guillemets, Uber, quand ils sont rentrés en bourse ou d'autres dans le secteur, ils sont rentrés assez tôt. C'était pas le marché était un peu différent. Là maintenant, l'ISR c'est quelque chose de très très mis en avant. Et une partie de ces entreprises, elles vivent sur le fait que leurs partenaires sont pas salariés. Donc les livreurs sont pas salariés et les chauffeurs sont pas salariés. Et en fait, vous avez de plus en plus de gens qui s'imaginent que ces typologies de travail vont tendre à diminuer, voire à s'arrêter à cause du régulateur. Pourquoi? Parce que ça pose des problèmes, ça a des avantages, mais ça pose des problèmes.
Uber a déjà eu des soucis, surtout Uber a des soucis au Royaume-Uni, et il faut comprendre que Deliveroo, comme je vous l'ai expliqué, le but c'est d'atteindre une échelle minimale où vous pouvez atteindre votre rentabilité. Et on va le voir un peu plus tard, le seul endroit où Deliveroo à cette échelle sur sa plateforme, c'est Londres. Donc en fait, le risque, c'est que comme Uber s'est déjà fait attaquer sur Londres et a perdu, le risque, ça serait que Deliveroo se fasse attaquer sur Londres. Et en fait, comme Deliveroo, c'est un acteur qui est très irlandais et anglais, bah, ça serait excessivement problématique. Et surtout, il faut bien comprendre, comme je vous l'ai dit, vous avez beaucoup d'acteurs encore, parce qu'on n'est pas encore sur les VTC où vous avez plus que 4-5 acteurs dans le monde. Vous avez vraiment beaucoup plus d'acteurs sur la livraison de repas, et on n'a pas eu encore ce modèle de concentration où en fait vous avez des acteurs qui sortent de certains marchés et qui rentrent dans d'autres. Deliveroo a commencé à faire cet effort-là. Par exemple, ils sont sortis de l'Allemagne, ils sont sortis de certains pays asiatiques parce qu'ils pensaient qu'il fallait surinvestir. Vous avez d'autres sociétés qui commencent à faire ce chemin-là, et ça c'est un truc intéressant à regarder parce que si vous arrivez à trouver des sociétés qui arrivent à être dans des marchés où tous les autres sont sortis, ça c'est une très bonne chose pour aller capter plus efficacement le marché et aller créer ce monopole qui permet d'avoir énormément de rentabilité à terme, hein. Mais vraiment, le principal danger pour Deliveroo, c'est ça, c'est d'être centré sur Londres et sur l'Angleterre. Et le législateur anglais est très très vigilant sur sur ces nouveaux types de travail. Et ça, c'est un gros risque. Et ça a fait peser un assez gros risque sur l'IPO, qui du coup avait déjà été pricé en bas de fourchette. Ce que Deliveroo avait essayé de faire, c'était quelque chose, un move que je trouvais intelligent. C'était quoi? C'était dire on va essayer de faire acheter nos titres par des clients, les clients les plus fidèles de Deliveroo, et par les livreurs. Le problème en fait, c'est que le marché à l'heure actuelle fait que vous avez beaucoup de clients de Deliveroo ou de petits, enfin de chauffeurs de chez Deliveroo, enfin de livreurs de chez Deliveroo qui sont un peu dans la spéculation des SPAC et de ce genre de choses. Donc en fait, vous avez beaucoup de gens, ils ont acheté la société en s'imaginant qu'elle allait exploser en bourse. Et en fait, comme il n'y a pas eu un relais des investisseurs institutionnels le matin, parce qu'en fait, ils ne voulaient pas du stock et ils ne comptaient pas en acheter à l'IPO, et ben en fait, ces gens-là, ils ont essayé de vendre et ils ont trouvé pas de contrepartie. Et du coup, le stock s'est effondré. Ça vous montre aussi que c'est un peu compliqué parce qu'en fait, si Deliveroo avait réussi à avoir une belle introduction en bourse avec une montée en bourse, on aurait pu dire les clients de Deliveroo, ils vont être beaucoup plus fidèles, les livreurs de Deliveroo, ils auront gagné de l'argent sur l'introduction en bourse, donc ils vont être plus fidèles, ce genre de choses. Là, en fait, ils ont eu une mauvaise expérience, donc en fait, leur stratégie qui était d'utiliser justement ces clients et ces livreurs pour pousser leur IPO et créer une equity story se retourne un peu contre eux, et ça, c'est un peu dangereux, hein. C'est même très très dangereux. Donc ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que le monde de la food, c'est vraiment un monde qui explose. Donc quand on vous dit c'est des entreprises qui sont mortes, voilà et tout, ça c'est pas vrai. C'est comme il y a 10 ans quand on parlait de beurre, on vous disait c'est une entreprise qui gagnera jamais d'argent, et ils sont en train de commencer à gagner de l'argent au niveau cash flow dans certaines villes, et dans certaines villes ils sont même déjà rentables. Donc ça c'est pas vrai du tout. Par contre, c'est des marchés où il faut bien comprendre que vous avez besoin d'atteindre une taille, comme je vous l'ai dit, et vous avez besoin d'aller acquérir des clients. Et en fait le problème c'est que si vous avez trop de concurrents sur le même marché, bah, chaque concurrent va pousser ses prix d'acquisition client à la hausse, va obliger l'autre à dépenser du cash, et en fait le but c'est de faire mourir les adversaires et d'être le dernier qui existe. Là vous avez un avantage dans ces sociétés-là, c'est que ces sociétés qui avaient un angle de rentabilité un peu à 5 ans plutôt, sont en train de diminuer un peu cet angle de rentabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le Covid, elles ont eu un sacré boost. Et là, vous le voyez, c'est la base, la base client. Et en fait, vous voyez que la base client de 2016, vous la retrouvez là. Vous retrouvez la base de 2017, de 2018, de 2010, oui, de 2019 et de 2020. Et en fait, vous voyez qu'il y a du churn, mais il y a aussi des gens qui restent et des gens qui sont plus fidèles qu'avant. Ce que vous voyez là, on vous parle de GTV, donc on vous parle vraiment de ce que les gens consomment. Donc vous voyez bien, c'est que les gens qui sont arrivés en 2019, ils consomment plus en 2020. Et les gens qui sont arrivés en 2020, ils ont beaucoup consommé. Et donc le but pour Deliveroo, c'est justement de continuer à faire consommer plus ces plus vieux utilisateurs et d'avoir des nouveaux utilisateurs qui consomment beaucoup dès le début.
Donc ce qu'on voit dans ce secteur-là, c'est que le coût d'acquisition client, il a beaucoup diminué avec la crise, mais en fait, le CA par client a aussi diminué. C'est-à-dire que là, ils vous communiquent le CA qu'apportent les clients qu'ils ont captés en 2020, mais ils ne le retraitent pas du nombre de clients qu'ils ont captés. Il faudrait le retraiter du nombre de clients qu'ils ont captés. Moi, j'ai pas le chiffre précis. J'ai trouvé des indications sur certains sites. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que les clients de 2020, ils ont moins consommé parce que c'est des clients qui sont venus à cause du Covid. Donc le but de ces entreprises-là, c'est d'essayer de convaincre ces gens de rester dans le temps et de créer vraiment quelque chose. Mais s'ils y arrivent, vous voyez bien que la construction de la base utilisateur est très très forte et surtout que la base utilisateur, elle est très entre guillemets fidèle parce que ce que vous voyez, c'est-à-dire le gris, c'est les anciens utilisateurs enfin de avant 2007, 2017 et vous voyez que la base utilisateur tous les ans elle consomme plus. C'est-à-dire que les gens ils trouvent le service efficace, rapide et intéressant et ils ont envie de consommer plus. Et quand vous voyez ça, quand vous voyez une traction sur des utilisateurs anciens qui est toujours là après 5 ans ou 6 ans, vous pouvez vous dire vraiment que le service il est vraiment de très très bonne qualité et c'est des sociétés qui sont très intéressantes généralement à long terme. Mais du coup aussi, il faut que vous regardiez à chaque trimestre ces vieux utilisateurs, leur comportement. Parce que si vous voyez que ces vieux utilisateurs ils commencent à quitter la plateforme ou ce genre de choses, généralement vous allez atteindre assez rapidement le top de la croissance et là c'est dangereux, hein. Ça peut être, vous pouvez avoir un retournement qui est très violent. Vous le voyez dans le jeu vidéo par exemple, dans le jeu vidéo mobile, vous avez une tendance à la croissance du chiffre d'affaires sur les vieux joueurs pendant 1 ou 2 années et généralement après la troisième année les gens commencent à se détourner du jeu, à changer de jeu et la décroissance est très très rapide. Dans la foot vous le voyez pas, et dans les VTC, c'est un peu le même principe, vous voyez pas cette décroissance. Et ça veut dire qu'à très long terme, c'est des entreprises qui peuvent être très intéressantes, mais il faut choisir les bonnes, parce que comme je vous l'ai dit, vous êtes dans un secteur avec énormément de personnes et énormément de soucis. Donc du coup, c'est des sociétés aussi qui, comme elles ont beaucoup levé de fonds, comme beaucoup de sociétés de- qui sont en phase de croissance, Airbnb, ce genre de choses, quand vous levez beaucoup d'argent en fait, et quand vous êtes vraiment dans une conquête effrénée de la part de marché, en allant acquérir les gens vraiment à n'importe quel prix, ce genre de choses, bah, en fait vous allez recruter beaucoup beaucoup de personnes, plus que ce que vous en avez réellement besoin. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir besoin d'une personne, vous allez la recruter. Donc vous avez besoin de faire des slides pour convaincre des restaurateurs, vous allez recruter quelqu'un qui est spécialisé dans les slides. Et en fait, pourquoi vous faites ça? Parce qu'en fait, vous voulez être au top du top dans tous les domaines, justement pour être plus fort que votre concurrent. Et en fait, le moment où c'est intéressant, c'est quand ces entreprises elles commencent à faire leur pivot, c'est-à-dire que tous les acteurs du marché commencent à arrêter de se faire la guerre, qu'on compte ceux qui restent vivants, et que ces entreprises elles commencent à devenir des entreprises un peu plus normales, donc elles vont regarder un peu leurs coûts, leur capex et tout, et qu'elles vont commencer à licencier des gens. Et ce que vous voyez sur Deliveroo, c'est quoi? C'est qu'ils ont beaucoup beaucoup acquis d'employés, et qu'en fait, ils ont fait une très grosse croissance, mais que à partir de 2020, ils sont repassés au nombre d'employés qu'ils avaient avant 2018. Donc en fait, ils ont toute la croissance des HR qu'ils ont eu en 2018 et 2019, ils l'ont enlevé. Et ça, vous voyez un peu la même chose sur Airbnb et sur d'autres boîtes. Et ce que vous remarquez, c'est que ça heurte pas forcément la capacité de la boîte à croître. Ça vous montre vraiment qu'il y avait des problèmes de management et qu'il y avait des problèmes de gestion des talents, entre guillemets, en ayant trop de monde, trop de projets, dont des projets qui ne sont pas forcément rentables et qui ne sont pas forcément efficaces. Vous avez eu la même chose chez Uber, et ça c'est très intéressant, ça prouve que ces licornes-là, elles sont en phase de maturation, et l'idée c'est de vous dire, est-ce qu'une fois qu'elles ont eu la maturité de société lambda, est-ce qu'elles vont arriver à quelque chose de très rentable? Et vous avez eu exactement la même chose à une époque sur Google et sur d'autres sociétés, sauf qu'en fait comme c'était des sociétés qui étaient toutes seules sur le marché et qui n'ont pas vécu ce phénomène de combat qu'on a maintenant à cause du private equity et des VC qui mettent beaucoup d'argent pour essayer d'avoir le leader de demain, bah en fait c'est des sociétés qui avaient énormément de rentabilité dès qu'elles avaient atteint un certain stade, et en fait du coup elles ont mis beaucoup de temps. Google c'est quelqu'un qui est toujours pas optimisé au niveau des ressources humaines et qui a beaucoup de ressources humaines qui servent à rien, et vous avez beaucoup d'investisseurs pour enfin, qui disent que Google pourrait s'optimiser de manière très très forte. Après, cette non-optimisation peut vous servir aussi parce que ça peut vous faire investir dans des projets
que le marché trouverait complètement farfelu ou complètement fou, et ça peut être les projets d'avenir de demain, hein. C'est pas une gestion managériale forcément ultra mauvaise. La question c'est comment est-ce que vous êtes capable de la gérer efficacement, et ça c'est très dur. Plus le temps passe, plus c'est dur, parce qu'en fait vous devez garder une cohérence entre vos projets, savoir quel projet a vraiment de l'avenir et quel projet en a pas, et ça c'est très très compliqué. Chez Google par exemple, ils se commencent à devenir un peu plus stricts. Pourquoi ils commencent à devenir un peu plus stricts? Parce qu'en fait ils ont lancé beaucoup de projets. Avant c'était géré par les deux cofondateurs, et donc il y avait une certaine stratégie, et en fait maintenant c'est une entreprise où ces gens-là ils se sont un peu extraits de la stratégie, et où il y a plus une pluralité de décisions. Et le problème, c'est que cette pluralité de décisions, des fois, ça rend les décisions sur certains investissements très très complexes. Ce que vous n'avez pas sur Tesla. Sur Tesla, par exemple, Elon Musk, il décide de tout. Donc ça a un côté positif, c'est-à-dire qu'il peut décider d'investir sur l'exploration spatiale et il peut faire beaucoup d'argent à cause de ça. Ça a un côté négatif, il peut décider d'investir là-dedans et faire exploser la société. Donc c'est toujours un peu compliqué, et voilà, il faut comprendre cette complexité. Donc là, on le voit, hein, c'est le chiffre d'affaires. Donc vous voyez bien, c'est que en Irlande, les bidas ajustés. Donc ça, c'est une notion que beaucoup de sociétés utilisent. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui vous diraient que c'est une hérésie. Moi, c'est une notion que j'aime bien chez les startups, parce que je trouve que ça montre un peu le business sous-jacent. Ça montre assez bien le business sous-jacent, et vous verrez qu'il y a d'autres indications qui sont des bonnes indications pour Deliveroo. Donc ce qu'on voit, c'est que, comme je vous l'ai dit, UK Ireland, bah, vous voyez que vous avez un gros chiffre d'affaires équivalent à celui de l'international, à peu près. Mais par contre, vous avez une énorme rentabilité. C'est-à-dire que vous avez 10 fois la rentabilité en EBITDA de ce que fait l'international. Donc là, ça vous montre vraiment le besoin d'atteindre un certain seuil de part de marché pour créer de la rentabilité. Et là, vous pouvez vous dire que peut-être, si le gouvernement anglais et le gouvernement irlandais ne mettent pas des bâtons dans les roues de beurre, bah peut-être juste l'Irlande et l'Angleterre, si Uber arrive à devenir leader complet sur ces pays-là, peut-être que ça justifiera à eux seuls, ces deux pays, la valorisation. Mais votre besoin, c'est d'atteindre, c'est vraiment d'écraser le marché. C'est pas forcément d'être présent sur tous les pays, mais c'est d'écraser le marché, c'est-à-dire d'avoir 80% de part de marché en Angleterre, 80%. Sinon, vous pouvez pas vivre. Vous pouvez pas avoir un acteur qui va avoir 10% de part de marché en Angleterre, 10% en France, 10% en Espagne, 10% en Grèce et tout. Cet acteur-là, il sera jamais rentable. Donc vous avez un besoin de concentration qui est très fort, et dans beaucoup des nouveaux business que vous allez voir émerger et que vous voyez rentrer en bourse, vous avez ce besoin de part de marché énorme qui est de plus en plus fort, et ça vous oblige à repenser la manière d'investir, parce que c'est totalement différent de ce que vous aviez dans les années 80 ou 90, hein. Dans les années 80 ou 90, vous pouviez être plus rentable en ayant 10% de part de marché qu'en ayant 50. Maintenant, dans ces nouveaux business, c'est très très rare, hein. Vous allez bien trouver quelques sous-marchés où ça existe, mais c'est assez rare. Donc là, on a le cash flow. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2020, ils ont réussi à créer un cash flow positif, hein, des activités. Là, quand on va voir le cash flow, on se rend compte que le cash flow est positif en Angleterre et en Irlande, mais qu'il est négatif dans le reste du monde. Donc là, c'est toujours la même chose. Ça veut dire que pour accroître leur part de marché dans le reste du monde et tout, ils vont devoir financer de manière agressive leur expansion. Et ça, c'est assez compliqué, parce que par exemple, une zone où Uber et Deliveroo sont présents, c'est la France. Et en fait, ils se font la guerre en France. Et du coup, c'est un peu compliqué, parce que là, vous avez l'autre principe, c'est que comme Uber est plus gros que Deliveroo, entre guillemets, il a plus de potentiel pour faire la guerre plus longtemps à Deliveroo. Et Uber peut se dire, j'abandonne la France, c'est-à-dire je vais investir à perte en France jusqu'à ce que Deliveroo meure, mais je m'en fous parce que je suis leader au Portugal, leader dans d'autres pays, et du coup personne va venir enfin, personne me fait la guerre sur ces pays-là, donc en fait je vais prendre le cash de ces pays, l'investir en France pour faire la guerre à Deliveroo, pour que Deliveroo s'en aille de la France, et une fois que je suis leader, bah, je suis leader, je refais ma rentabilité, et voilà, il n'y a plus personne qui m'attaquera. Et en fait, vous vous rendez compte que ça a un intérêt, et pourquoi est-ce que les gens font comme ça? Parce qu'une fois que vous êtes leader dans un pays, c'est très difficile pour les autres de vous rattraper. Typiquement, vous avez au Brésil un leader qui est quasiment maintenant 10 fois plus gros que le numéro 2, et il y a 5 ans, il était juste 3 fois plus gros que le numéro 2. Et en fait, maintenant, au Brésil, vous avez commencé à avoir un problème, c'est que vous avez des gens qui commencent à vous dire qu'en fait, ce leader au Brésil, bah, plus personne ne pourra le rattraper, donc en fait, ils ont une position de monopole ad vitam aeternam. Et le problème de ça aussi, c'est quoi? C'est que la législation
voudrait bien exploser ces monopoles, mais le problème c'est que vous pouvez pas les exploser parce que si vous les explosez, en fait ils ont plus cette infrastructure de plateforme et en fait bah, du coup ils ont plus aucune rentabilité, ils ont plus aucun intérêt à exister et en fait ils sortent du marché, ils meurent et du coup vous perdez les effets bénéfiques de ces entreprises. Donc c'est très compliqué ces systèmes de plateforme parce que vous pouvez pas vraiment les découper ou ce genre de choses, c'est très très compliqué. Donc là, on a les revenus totaux. Donc voilà, vous voyez, vous avez une forte croissance. Vous voyez que par exemple en 2018, on avait 476 et maintenant on a 1 milliard 200. Donc vous voyez que c'est quasiment un triplement en 2 ans. Donc là, on est vraiment sur de la très très grosse croissance avec un gros profit qui fait plus que tripler. Donc ça c'est très intéressant, ça veut dire que la société quand même, elle commence à atteindre ce niveau où le scaling commence à rapporter de plus en plus de coûts. Par contre effectivement comme je vous l'avais dit, vous avez un problème, c'est les dépenses administratives qui sont beaucoup trop hautes pour permettre à la société. Et ça c'est une bonne chose, c'est quoi? C'est le fait qu'on ait vu qu'ils commencent à réduire le nombre d'employés, ça c'est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'ils vont essayer là de créer un peu comment dire, un effet un peu de low coaster, c'est-à-dire ils vont essayer de, de limiter les dépenses et s'ils arrivent à limiter les dépenses, je sais pas, mais mettons de 50 millions d'euros par an, sur les dépenses administratives qui continuent leur croissance. Vous voyez, vous allez enlever à l'operating loss 50 millions, donc déjà vous n'êtes plus qu'à 160, 170, et en fait là vous allez créer une croissance, la croissance va alimenter, et dans 2 ans vous êtes rentable. Donc ça c'est très très intéressant. Le problème c'est toujours la même chose, c'est effectivement vous avez des risques, vous avez des opportunités. En liquidité, bah, du coup la société, elle a beaucoup de liquidité, hein. Ça, c'est ce que vous trouvez dans beaucoup de startups. Pourquoi vous avez besoin de ce besoin de liquidité très haut? Bah, justement parce que comme vous faites la guerre à d'autres startups, bah, vous allez et à d'autres sociétés du secteur, votre but c'est d'utiliser votre trésor de guerre pour créer de la rentabilité et pour aller acquérir de la part de marché vs les autres, hein. Ça, c'est vraiment ce que vous allez chercher. Bon là, on a le revenu en plus détaillé, mais on va passer. Et du coup, voilà. Alors, pourquoi exactement la société est descendue? Je vous l'ai dit, hein, il y a plusieurs choses clés à retenir. C'est quoi? C'est que déjà, le fait que les investisseurs institutionnels se soient détournés du dossier à cause du fait qu'ils le pensaient non ISR, c'est un très mauvais signe. Et ça vous montre là le deuxième point clé, la puissance de l'ISR en ce moment et surtout en Europe, il est très très important. Le souci que vous avez dans ces sociétés de plateforme aussi, c'est comme vous êtes obligé d'avoir une très grosse rentabilité, enfin une très grosse part de marché pour avoir une très grosse rentabilité, vous allez avoir tendance à trouver beaucoup d'acteurs qui sont soit en surinvestissement total et qui ont besoin de milliards parce qu'ils veulent devenir leaders dans le monde entier, typiquement c'est Uber, soit vous allez vous retrouver avec des acteurs qui sont très centralisés sur certains pays, et en fait le risque que vous avez c'est qu'il suffit que la législation change dans ce pays-là ou qu'il se passe quelque chose dans l'entreprise, et en fait bah, l'entreprise vaut plus rien. C'est-à-dire, typiquement c'est le cas pour Deliveroo, c'est-à-dire que si la législation change drastiquement en Angleterre, mais en fait le business model de Deliveroo peut devenir obsolète et la société vaudra quasiment plus rien parce qu'en fait elle ne vaudra que sa part de marché à l'international et en Irlande, et en fait ça vaut pas du tout la valorisation actuelle de la société. Donc en fait vous avez ce qu'on appelle une dichotomie du risk reward. C'est quoi? C'est qu'en fait vous avez une reward à très long terme qui est très très importante, c'est-à-dire si vous pouvez être leader en Angleterre et en Irlande, et vous pouvez vous dire que s'ils sont leaders dans les dark kitchens et dans la livraison de repas en enlevant le parti grocery, bah, l'entreprise pourrait peser à terme 30 milliards de livres. Donc c'est 3 fois la valorisation actuelle. Et ça c'est à 10 ans, hein, donc c'est pas non plus quelque chose d'assez fou. A contrario, si le législateur est un peu plus agressif et tout, l'entreprise peut valoir quasiment zéro ou proche de zéro. Donc ça c'est un peu compliqué. Le besoin de la société, ça serait de trouver des marchés, entre guillemets, où elle se mettrait plus ou moins d'accord avec Uber. Uber abandonnerait la France et le laisserait à Deliveroo. Deliveroo abandonnerait un autre marché et le laisserait à Uber. Et vous êtes dans ce genre de choses-là. Donc ça, il faut excessivement bien comprendre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est une société qui s'est très mal passée en IPO. Après, quand on regarde le marché en général, ce que ça vous montre, c'est que tous ceux qui vous disent que vous pouvez introduire tout et n'importe quoi et que ça monte et qu'on est dans une bulle comme à l'an 2000, c'est faux. Enfin, en 2000, une société comme Deliveroo avec un business model comme Deliveroo, ça aurait fait 400% dans la journée et personne n'aurait pensé au risque. Là, ce que vous voyez bien, c'est que quand même les investisseurs dans le marché, ils pensent
au potentiel et au risque. Mais le problème, c'est que comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, vous avez une dichotomie entre le potentiel et le risque. Et vous avez quelque chose qui fait que le risque est assez important et la reward est très très importante. Donc du coup, vous êtes sur deux choses très éloigné et c'est très difficile de mettre le bon pricing au milieu parce qu'en fait dès qu'il va se passer quelque chose le pricing il va bouger énormément. Si demain l'Angleterre décide qu'il faut salarier les livreurs, le pricing de l'action des livreaux il va passer par là. Demain l'Angleterre dit non non les livreurs on veut pas mais c'est juste les chauffeurs Uber, le pricing il va monter là et en fait c'est toujours un peu compliqué. Donc je vous dis merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la vidéo YouTube à commenter et à poser vos questions. Voilà. Et puis sinon, on fera d'autres IPO comme ça. S'il y a des sujets qui vous intéressent aussi, n'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo. Voilà. Après, comme vous le savez, on édite New Tech Insider Europe. Dans New Tech Insider Europe, on a justement une société qui est sur la livraison de repas et d'autres choses. Et en fait, on a choisi cette société-là. Pourquoi? Parce que justement, ce système de dichotomie du risque, on l'a beaucoup moins parce qu'en fait, c'est une société qui est très diversifiée, qui a géré ses actifs de livraison en essayant de ne pas se mettre en concurrence justement avec les acteurs américains et asiatiques. Et du coup, en fait, elle s'est découplée de ce risque-là parce qu'en fait, c'est une société qui choisit de jamais aller dans des marchés entre guillemets trop solides et qui va plutôt dans des marchés émergents. Et en fait, vous voyez une chose, c'est quand vous êtes sur une guerre de parts de marché à coups de milliards avec beaucoup d'investisseurs de la Silicon Valley ou ce genre de choses, vous voyez plutôt ça dans des pays matures. Donc vous allez voir ça plutôt en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Et vous allez beaucoup moins voir cette guerre de parts de marché et cette guerre à coups de milliards se mettre en place au Brésil, en Amérique du Sud ou je sais pas, en Afrique ou même dans certains pays d'Asie et aussi dans certains pays d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale où vous allez beaucoup moins avoir cette concurrence. Donc ça c'est quand même très intéressant de le comprendre. C'est pour mieux gérer votre risk-reward et aller chercher des actifs où en fait peut-être votre reward elle est un peu moins grande et tout ça, mais en fait votre risque il est beaucoup moins grand. Donc en fait le gain pour vous il est beaucoup beaucoup plus important. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à New Tech Insider Europe et vous aurez accès au papier sur cette entreprise qui est vraiment une entreprise de très très bonne qualité. Et voilà. N'hésitez pas à commenter, comme j'ai dit, à liker et tout. Et je vous dis à la prochaine fois.